Le refus dura exactement 4 secondes, mais ses répercussions s'allèrent à bouleverser à jamais l'architecture de la monarchie britannique. La reine Camilla se tenait dans le couloir doré, devant la salle d'intronisation du Royal Trust, les doigts exposés sur un dossier de cuir scellé. À l'intérieur se trouvait un document méticuleusement conçu pour assurer sa succession, un mandat officiel lui conférant un droit de regard sur l'avenir cérémoniel de la princesse Charlotte. Elle fit un pas en avant, tendant une main gantée vers la princesse, de 9 ans, sa voix empreinte de la chaleur assurée d'une reine, exigeant une obéissance absolue. Avant même que ses doigts n'effleurent la manche de l'enfant, le prince William intervint. Il n'éleva pas la voix. Il n'appela aucun courtisan. Il se contenta de s'insérer entre la reine consort et sa fille, érigeant ainsi un rempart invisible de pure volonté souveraine. « Je prends ma fille, déclara-t-il. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. » Charlotte, saisie par le silence, soudain et glacial, du couloir regarda tour à tour la femme qui portait de la couronne et l'homme qui l'hériterait un jour. William posa une main ferme sur l'épaule de sa fille, un geste de réappropriation physique absolue. La main tendue de Camilla resta suspendue dans les airs une fraction de seconde avant qu'elle ne la retire lentement, le dossier en cuir lui paraissant soudain un poids mort contre le flanc. Son visage restait un modèle de maîtrise aristocratique, mais le choc qui se lisait sur son visage était indéniable. On ne lui avait pas simplement refusé une séance photo officielle. Elle venait de découvrir avec une lucidité brutale que le futur roi avait anticipé ses manœuvres discrètes et les avait méthodiquement déjouées, avant même qu'elle n'atteigne le champ de bataille. William conduisit Charlotte vers les lourdes portes de chêne de la salle d'intronisation privée, laissant la reine consort seule dans le couloir. Il ne se retourna pas. Le pouvoir se perd rarement dans les décresses publiques. Il s'évapore dans le silence des couloirs. Pour saisir toute l'ampleur de la rébellion de William, il faut dépasser la morsure immédiate de la confrontation et analyser l'institution qui se cache derrière ces portes de chêne. Le Royal Trust n'est pas un simple portefeuille financier. Il est le ciment psychologique de la monarchie. C'est une structure hautement protégée, conçue pour gérer les devoirs hérités. Le patrimoine royal privé et la préparation à long terme est irréversible des jeunes membres de la famille à une vie sous haute surveillance. L'entrée dans le trust marque le moment précis où un enfant royal cesse d'être un simple membre de sa famille et devient un atout opérationnel pour la couronne. William connaissait mieux que quiconque le poids psychologique de cette transition. Il avait survécu à une enfance où le devoir public étouffait sans cesse les chagrins intimes, où les limites n'étaient que de vaines suggestions de la part d'une implacable machine judiciaire. Il voyait déjà le poids écrasant du destin peser sur son fils aîné, le prince George. George était l'héritier direct. Son destin était tout tracé. Chaque leçon, chaque apparition publique, une étape calculée vers le trône. Mais Charlotte était différente. Elle était la cadette au sens historique du terme, et pourtant elle possédait une assurance naturelle et une influence stabilisatrice sur son frère, qui faisait d'elle sans doute le pilier le plus essentiel de la génération royale suivante. Cette position unique la rendait extrêmement précieuse pour l'institution. Elle la rendait aussi dangereusement vulnérable à ceux qui cherchèrent à façonner son influence. La confrontation dans le couloir n'est pas apparue par hasard. Sa véritable origine résidait dans un événement en apparence anodin, survenu des semaines auparavant, un moment où Camilla avait franchi une limite invisible que William avait juré de défendre au péril de sa vie. La rupture s'est produite lors d'une répétition cérémonielle à huis clos dans le silence solennel de la salle du trône. Charlotte avait été invitée à observer le déroulement d'une future cérémonie d'État. Présentée comme un après-midi éducatif, l'occasion pour la jeune princesse et son frère de se familiariser avec les protocoles archaïques régissant les entrées royales, les horaires, et la hiérarchie spatiale. Cette rencontre avait donné son accord à la condition expresse que le but de cette visite soit strictement observationnel. Aucun rôle permanent ne serait attribué, aucun avenir ne serait tracé. Camilla a unilatéralement rompu cet accord d'une seule phrase.
Alors que la répétition avançait, la reine consort s'est approchée de Charlotte, la guidant physiquement vers une marque précise, tracée au sol, légèrement en retrait et sur le côté de son frère. « C'est ici que tu devras rester lorsque ton frère portera la couronne », a-t-elle ordonné. Son ton était d'une désinvolture terrifiante, prononcée avec la certitude péremptoire d'une décision déjà entérinée par l'histoire. George a lancé un regard perçant et incertain à sa sœur. Charlotte s'est immédiatement raidie, ses yeux se portant vers la porte, cherchant son père du regard. Elle connaissait le destin de son frère, mais personne ne lui avait jamais dit qu'elle était déjà condamnée à être son ombre silencieuse et permanente. Ce n'était pas une leçon, mais une condamnation à perpétuité prononcée sans procès. William entra dans la salle du trône quelques instants plus tard. L'atmosphère changea instantanément. Il vit sa fille, immobile et figée à l'endroit indiqué, toute sa joie de vivre disparue. Lorsqu'il demanda discrètement qui avait autorisé cette mise en place, Camilla répondit que quelqu'un devait commencer à préparer Charlotte au sacrifice qui l'attendait. Le prince de Galles ne laissa rien paraître. Dans les cercles du pouvoir, un murmure est toujours plus dangereux qu'un cri. Un haut dignitaire de la cour présenta nerveusement un programme cérémoniel préliminaire, un document de planification préliminaire servant à définir l'organisation future de la famille royale. William parcourut le papier du regard. Il y était explicitement décrit sa fille de 9 ans comme un pilier pour le futur règne. Cette expression le glaça d'effroi. Il n'avait jamais vu ce document. Son épouse Catherine n'avait jamais été consultée. Pourtant, les documents circulaient déjà dans les méandres de l'administration du palais, le consentement parental étant considéré comme une simple formalité administrative. William plia le planning avec une lenteur exaspérante et le déposa à plat, sur la table en acajou. D'une voix dénuée de toute de chaleur, il s'adressa à un moment à l'assemblée. Aucun plan, aucun planning, aucun rituel concernant sa fille ne progresserait d'un iota sans passer par lui et Catherine. Camilla aperçut la détermination dans son regard, mais elle ne comprit pas que la répétition venait de déclencher une bombe à retardement. William ne voulait pas seulement bloquer le planning, il voulait détruire tout le système qui avait permis son élaboration. La protection est un acte, non une émotion. Les conséquences furent immédiates et impitoyables. Le soir même, William donna une directive formelle. À son cabinet, les protocoles d'intégration des membres du Trust devaient être entièrement réécrits. Il instaura une barrière juridique stricte garantissant que les comités cérémoniels et les parrains royaux de haut rang ne puissent jamais contourner l'autorité parentale. Quelques jours plus tard, Camilla reçut un dossier d'information remanié, le rôle de conseillère qu'elle avait soigneusement cultivé. Une position qui lui aurait conféré une influence considérable sur la préparation officielle des jeunes membres de la famille royale, avait été purement et simplement supprimée des documents. Son nom avait disparu. Elle exigea aussitôt une audience privée. Lorsque le futur roi et la reine consort se rencontrèrent, enfin, aucun conseiller n'était là pour apaiser les tensions, aucun secrétaire particulier pour traduire la colère brute en paroles diplomatiques. Ils se rencontrèrent dans un salon privé, un espace suffocant sous le poids de siècles de traumatismes familiaux tous. Camilla arriva serrant contre elle les documents de fiducie modifiés. William se tenait près de la fenêtre, le dossier d'admission de Charlotte ouvert posé sur le bureau à côté de lui. Pendant des années, ils avaient maintenu une trêve fragile, soigneusement orchestrée. À présent, le masque était tombé. Camilla posa sa main à plat sur les documents révisés. « Était-ce que j'étais censé être prévenu ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par un mélange d'indignation et de véritable blessure. William referma le dossier d'intégration d'un claquement sec et péremptoire. « Tu étais censé respecter les limites, » répondit-il. La précision du geste la laissa un instant sans voix. Elle était entrée dans la pièce en s'attendant à une négociation sur les devoirs protocolaires. Elle se retrouva face à un père qui considérait ses ambitions comme une menace directe. Camilla riposta que des décennies de loyauté sans faille
d'humiliation publique et de services dévoués lui avait valu le droit inhérent de contribuer à l'édification de la prochaine génération de la monarchie. Elle a averti qu'une exclusion aussi brutale sapait l'autorité même de la reine consort, brisant l'unité dont la couronne avait désespérément besoin. William resta totalement insensible à cet appel à la survie de l'institution. Charlotte, rétorqua-t-il, n'était pas un accessoire cérémoniel à positionner, à former ou à s'approprier par quiconque cherchant à consolider son héritage. Et c'est lorsque Camilla insista sur le fait que son seul motif était de protéger la jeune princesse des rigueurs de la vie royale, William se pencha en avant, laissant transparaître tout le poids de son chagrin et de sa détermination. La protection commence par demander à ses parents. La protection. Le silence qui suivit fut absolu. Ces sept mots balayèrent toutes les façades de politesse qui masquaient la répétition non autorisée, le programme secret et la proposition de fondation présomptueuse. C'était un échec et mat. Acculée, Camilla sortit son dernier atout. Elle révéla que le roi Charles lui-même l'avait encouragée à jouer un rôle de conseillère auprès de George et Charlotte, l'incitant à assurer la continuité de la monarchie en cas d'instabilité interne. William plissa les yeux. Il exigea de savoir si le roi avait explicitement approuvé la proposition de création du trust qui court-circuitait son autorité. Camilla ne put répondre par l'affirmative. Une promesse faite en catimini ne vaut pas une signature. William lui tourna le dos, mettant fin à la réunion. Il convoqua aussitôt le gouverneur du trust et ordonna un examen minutieux de chaque instruction du palais, qu'elle porte l'autorité supposée de Camilla ou la bénédiction officieuse de Charles. Au sein d'un palais, la monnaie la plus enivrante et la plus dangereuse n'est pas l'argent, mais l'autorité tacite, fruit de chuchotements privés. Camilla avait bâti sa stratégie sur une promesse faite tard dans la nuit par un mari soucieux de valoriser son épouse. Charles avait en effet murmuré des années auparavant qu'il comptait sur elle pour guider la jeune génération à travers les transitions brutales inhérentes aux devoirs royaux. C'était un palliatif, non un décret constitutionnel. Mais Camilla avait instrumentalisé cette affection, la transformant en un mandat pour façonner ses petits-enfants. Lorsque la crise atterrit sur le bureau du roi, il ne s'agissait plus d'un différend concernant un emploi du temps. C'était une crise existentielle d'autorité. Charles était assis seul dans son bureau, le décret révisé relatif à la fiducie sous les yeux. Le document contenait une clause inattaquable, rédigée par William, interdisant explicitement à tout parrain royal non autorisé d'exercer une influence sur la position de Charlotte. Le roi retira ses lunettes, se frottant les yeux pour soulager la pression insoutenable. S'il soutenait Camilla, il forcerait William à une rébellion ouverte, risquant de provoquer une rupture publique catastrophique avec le prince et la princesse de Galles, extrêmement populaires. S'il soutenait William, il infligerait une humiliation profonde et douloureuse à la femme, qui avait enduré des décennies de critiques acerbes pour rester à ses côtés. Charles convoqua Guillaume, tentant de désamorcer la situation par la diplomatie. Il plaida que l'ambition démesurée de Camilla était née d'un désir sincère de servir et non de conquérir. La réponse de Guillaume fut d'une clarté implacable. Les bonnes intentions sont ce qu'il y a de plus dangereux au monde lorsqu'elles font fi du consentement. L'éducation psychologique de sa fille ne serait pas façonnée par les courtisans, et certainement pas par le besoin de reconnaissance de la reine consorte. Charles regarda son héritier et vit un obstacle infranchissable. Le roi comprit enfin que préserver son mariage ne pouvait se faire au prix du sacrifice du droit de son fils à être père. Privilégiant la stabilité institutionnelle à l'harmonie conjugale, Charles signa une reconnaissance discrète mais accablante. Il désigna officiellement William comme seul parrain familial de Charlotte pour son entrée au trust et retourna la proposition de Camilla sans la signer. Il préféra le silence à l'escalade. Mais au sein de la monarchie, l'absence de signature est un signal d'alarme. La défaite au sommet de la monarchie britannique ne s'annonce jamais par communiqué de presse. Elle se manifeste par un bouleversement subtil et terrifiant du quotidien.
Dans les 24 heures qui suivirent la signature du roi, la machinerie invisible du palais se réorganisa. Les réunions d'information de Camilla furent expurgées des cérémonies de jeunesse à venir. Les séances d'archives historiques destinées à la rapprocher de Charlotte furent discrètement annulées. Assise dans son salon privé, retirant méthodiquement ses gants, doigt après doigt, Camilla contemplait la proposition non signée qui lui avait été retournée. Charles ne l'avait pas réprimandé. Il n'avait pas crié. Il lui avait simplement permis de comprendre que concernant les enfants royaux, son influence n'était qu'une illusion. La blessure était incroyablement profonde. Elle était la reine et pourtant elle était devenue un fantôme dans la maison de son propre petit-fils. Pourtant la victoire tactique sans faille de William ne lui apporta aucun réconfort émotionnel. La force peut sécuriser un périmètre, mais elle ne peut guérir les blessures qui s'y trouvent. De retour dans ses appartements, il trouva Charlotte inhabituellement silencieuse, encore marquée par le traumatisme de l'affrontement dans le couloir. Elle avait vu une femme adulte, la femme de son grand-père, visiblement humiliée, et son père bouillonnant de rage contenue, l'avait arrachée à ses pensées. Ce soir-là, dépouillé de titres et de protocoles, ils n'étaient plus qu'un père et une fillette de 9 ans, assis dans une pièce silencieuse. Charlotte, avec l'intuition perçante propre aux enfants, posa une question qui fit voler en éclats les défenses de William. Avait-il renvoyé Camilla parce qu'elle était une mauvaise personne ou parce qu'il la détestait? William ressentit toute la gravité de l'instant. Il comprit que s'il s'y prenait molle, il transmettrait à sa fille le traumatisme et l'amertume qui l'habitaient depuis des générations. Il s'agenouilla devant elle à sa hauteur. Il choisit ses mots avec une extrême précaution. Il expliqua que les adultes prennent parfois des décisions sans demander la permission et que son rôle de père était de verrouiller à ce que personne ne prenne de décision concernant sa vie sans qu'elle soit consultée. Il la rassura en lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal. Et plus important encore, il précisa qu'il ne haïssait pas la reine consort. Il posait une limite, il ne déclarait pas la guerre. Charlotte assimila l'information, ses épaules frêles se détendant enfin. Puis elle fit preuve d'une grâce rarement vue dans cette institution ancestrale. Elle murmura qu'elle ne voulait pas que Camilla se sente détestée. La jeune princesse avait su voir au-delà des couronnes, des hiérarchies et des intrigues de palais, et n'avait perçu qu'une femme plus âgée embarrassée dans un couloir. Le lendemain matin, l'histoire de ce refus privé s'est insidieusement ancrée dans la conscience nationale. Les commentateurs ont débattu avec passion de ce nouveau rapport de force disséquant l'image de William, conduisant sa faille au sein du Trust tandis que la reine consort suivait. Le récit était conçu pour présenter William comme le protecteur impitoyable et Camilla comme la manipulatrice vaincue. Mais l'image marquante de la journée n'était pas celle d'une conquête. Alors qu'elle sortait du bâtiment du Trust sous les crépitements des appareils photo et le regard étouffant du monde entier, la princesse Charlotte marqua une pause. Elle se tourna légèrement, regarda par-dessus l'épaule protectrice de son père et adressa un petit signe de la main délibéré et indéniablement chaleureux à Camilla qui les observait de loin. Ce geste a instantanément changé le contexte de toute l'histoire. Il prouvait que William avait réussi à établir des limites claires, sans pour autant inculquer la cruauté à sa fille. Charlotte avait pris ses is, mais elle avait choisi de les emplir de bienveillance. Plus tard dans l'après-midi, par l'intermédiaire d'une personne de confiance, un petit mot manuscrit de Charlotte parvint aux appartements privés de Camilla. C'était un simple remerciement pour son attention, accompagné de l'affirmation douce mais ferme qu'elle souhaitait et que ses parents la guident dans ce moment. C'était moment. Camilla lut le mot dans le silence assourdissant de sa chambre. L'amertume de son échec bureaucratique se dissipa, laissant place à une profonde et humble prise de conscience. Elle avait passé des mois à tenter d'asseoir son autorité sur la princesse par le biais d'agendas de documents et de mandats royaux. Pourtant, ce simple bout de papier lui prouvait une vérité universelle qu'elle avait oubliée dans sa quête de gloire. L'affection offerte librement est infiniment plus puissante que l'influence accordée par la force. La crise n'a pas brisé la famille royale.
Elle a imposé un changement radical. William avait établi un précédent nouveau et inébranlable. Les enfants de la couronne ne seraient peut-être plus considérés comme des dommages collatéraux institutionnels, ni comme un territoire à conquérir par des factions rivales. Il se sera du temps de me protéger, consulter, être autorisé pour s'épanouir pleinement dans leur responsabilité au lieu d'en être accablé. Le prince William avait remporté la bataille des apparences, mais la princesse Charlotte avait gagné la guerre dans son cœur. La couronne dictera peut-être un jour son emploi du temps, mais elle ne s'appropriera plus jamais son enfance.